Bonjour Nicolas. Bonjour Mathis. Bienvenue. J'ai un micro en fait. Ah, vous avez un micro, parfait. Vous êtes journaliste, auteur, conférencier, vous êtes spécialisé dans le spectacle vivant et la musique pour des médias comme RFI, le magazine La Scène ou la Lettre du spectacle. Voilà, on peut vous présenter comme ça ? Tout à fait. Bon. Alors, nos gentils organisateurs du Garo Camp vous ont demandé un exercice un peu particulier, celui de réfléchir au futur des festivals et plus particulièrement au futur des lieux dans lesquels se déroule le festival. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, je sais que vous avez bien travaillé. On s'est eu au téléphone. Voilà, vous êtes un garçon consciencieux, donc vous avez bien fait votre travail. Maintenant, on va voir si les Garo Campeurs vont bien travailler, puisque j'ai besoin de 10 volontaires qui monteront sur scène pour venir participer à ce débat mouvant. Alors, les inscriptions sont ouvertes. Qui souhaite nous rejoindre ? On peut peut-être un peu expliquer ce qu'est un débat mouvant. Ouais. Parce qu'on innove lors de ce Garo Camp. C'est un débat où on va pas demander, je ne vais pas demander à la fin de cette rencontre si vous avez des questions dans la salle. C'est moi qui vais poser les questions, ça tombe bien, c'est un peu mon métier. Et donc, vous allez pouvoir réagir, interagir sur scène. Je vais poser des questions qui vont s'afficher, qui seront des questions peut-être qui paraîtront un peu manichéennes, mais c'est aussi pour provoquer le débat et on pourra ensuite les commenter et affiner un peu ces sujets. Allez, 10 volontaires qui montent parmi nous. Pardon ? Allez, on se lève sur la gauche. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore 5. Allez, c'est la fin de journée, là. Il faut venir participer avec nous. 6. Marion, peut-être, va nous rejoindre ? Non. 7. Allez, encore 3 personnes. Les tweeters, là, il y avait beaucoup de tweeters. C'est le moment de vous exprimer. Voilà, donc ça peut être des festivals, Ça des peut événements, ça peut être des festivaliers. Tout le monde est bienvenu. Alors, on en a combien, là ? J'ai perdu le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, allez, on va finir sur 8. Alors, l'idée, vous allez vous placer sur ce coin de la scène. Nicolas va nous présenter une par une des scénarios, des idées, des questions au sujet des festivals de demain. Et vous aurez à chaque fois 10 secondes pour vous positionner. Alors, on va mettre le oui ici et le non là. Donc le oui ici, le non là. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr, vous mettre un peu au milieu. Voilà, ça sera la zone de doute. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'affirmation de Nicolas. Vous allez vous positionner. Après, on en discutera un petit peu ensemble, on détaillera. Et puis, on verra si les avis changent au fur et à mesure. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas avec peut-être la première affirmation. On va tester ça. Voilà. Donc, la première affirmation, la première question que je vous pose, c'est est-ce qu'un festival correspond forcément à un lieu ? Alors, les oui, les non. Est-ce que c'est... Ah, c'est assez partagé. Vous êtes les oui ? Non. Alors, quelques mots là-dessus, Nicolas. Donc, où sont les oui ? Les oui sont ici. Ils sont en minorité, en fait. Ils sont en minorité. Ah oui. Donc, la majorité des personnes pensent qu'un festival ne correspond pas à un lieu. Mais j'ai pourtant envie de vous dire, les Nuits de Fourvière, par exemple, ne pourraient pas avoir lieu ailleurs que dans les amphithéâtres romains de Fourvière, ou Fiesta 7 ou Jazz à 7 ne pourraient pas avoir lieu ailleurs qu'à 7. Jazz à Vienne, pareil, c'est dans ce superbe amphithéâtre, ou Jazz à Jouan sur la plage, sur la Pinède. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, pour les oui, pour les non. Allez, les oui. Pourquoi vous avez voté oui ? Est-ce que le micro marche ? Sinon, on en a plein. Non, pas sûr. 1, 2. Moi, je rejoins tout à fait. J'ai C'est bon, il votre marche. prénom ? Nicolas. Nicolas, je rejoins tout à fait ce que Nicolas vient de dire. Et puis moi, je viens d'un festival, le Festival du Périgord Noir, où fatalement, je travaille sur des lieux patrimoniaux. Donc pour moi, c'est lié un festival à des lieux, voilà, particuliers. Donc c'était évident la question, la réponse. Oui, exactement. Et puis il y a toujours un ancrage sur un territoire. Il y a une notion d'aménagement culturel aussi. Il y a un public qui revient chaque année. Il y a une fidélisation. Il y a souvent une magie qui se crée, quoi. Ouais. C'est pas l'avis de la majorité, j'ai l'impression. Alors, les noms. Est-ce qu'il y a un porte-parole pour les noms ? Avancez-vous, on vous verra mieux à l'écran sur le streaming. Je vais sobrement commenter. Jouer le rôle de porte-parole. Bonjour, donc Florian Bourdeau, j'organise Bordeaux Open Air. Du coup, je suis un peu
un festival, un lieu, si le lieu c'est vraiment une zone géographique qui ne doit pas changer, moi effectivement je suis plutôt dans le non. Et puis là, voilà, on organise Bordeaux Open Air, mais qui aura lieu à Bordeaux et à Senon. Donc je crois que c'est avant tout une vision et un choix qu'on propose aux spectateurs de nous suivre ou pas sur cette vision-là, plus que sur le lieu. Après, ça n'engage que moi. Est-ce qu'il y a un autre témoignage sur ce non? Oui, allez, non, non, non. Il y a à la fois, c'est pas forcément un lieu, ça peut être des lieux. Hein. J'ai en tête par exemple quelque chose qui va se passer à Bordeaux qui s'appelle le Festival Relâche, qui est fait par Aller les filles, et qui se passe en différents lieux. Alors certes d'une même ville, alors peut-être que la ville peut être considérée comme un lieu, mais là on est vraiment sur différents squares, différentes zones, et c'est aussi très agréable au fur et à mesure de l'été. Et du coup, il n'est pas sur un temps spécifique et un lieu en particulier, mais sur plusieurs étalés sur l'été. Et on peut considérer ça comme un festival parce qu'il renvoie aussi à une identité, à un style de musique propre, et que donc on s'y retrouve sur une entité festival. Et puis sur un autre aspect, c'est ce qu'on a évoqué aussi à travers le numérique. Moi personnellement, par exemple, je sors de 3 jours de Hellfest il y a peu. Je me suis replongé dans un truc où maintenant j'ai mal au dos, mais ça va. Ah, mais, le Hellfest, c'est un lieu pour le coup. Mais le avant, le pendant, après, dont on parle toujours, dont on a entendu parler ce matin aussi, il fait aussi partie du festival. Donc dire que c'est un lieu, c'est quand même quelque chose finalement peut-être de plus diffus, qui est à la fois dans notre tête, qui est avant, qui est partagé avec d'autres. Et finalement, son Voilà, souvenir on de touche Hellfest, du doigt il est à pas quelque chose de chose- philosophique presque. Voilà, donc finalement, le lieu cerclé avec ses barrières, c'est pas que le Ouais. festival. quoi. Non, mais je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que moi, je ne parlais pas d'un lieu. Nous, on circule sur 15 lieux, 15 sites différents. Donc, on est habitué à ce genre de promenade, randonnée, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'était qu'effectivement, un lieu, il n'est pas innocent. Et que souvent, un lieu, il provoque aussi de l'émotion, et que c'est assez sympa, même en termes de repérage, même pour le public, de travailler sur un lieu fortement identifié, et que ça crée des connexions, et voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Écoutez, madame, je ne suis pas d'accord. Mais je me battrai pour voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le festival n'est pas le lieu. Mais Quoi. bien sûr. Voilà, le festival n'est pas le lieu. Puis il y a aussi des festivals qui s'amusent des lieux, qui s'amusent à changer de lieu, à décontenancer un peu, à surprendre leurs festivaliers. Je pense par exemple au Nuit Sonore à Lyon, qui tente de révéler à la fois le patrimoine classique, industriel, ou même les nouveaux quartiers de Lyon. Donc ils changent régulièrement les lieux, c'est ce qui fait un peu la marque aussi de ce festival. Ou alors, de façon un peu plus modeste, les Nuits Secrètes dans le nord de la France, à Aulnoy-Aymeries, qui proposent à ces festivaliers d'aller voir un concert. Ils ne savent pas de qui, ils ne savent pas où cela aura lieu. Ils prennent un bus et on les emmène quelque part voir un artiste dans une grange ou un château ou un moulin. Puis si je puis me permettre, Nuit Sonore qui est lyonnais, s'exporte aussi, je crois, ils reviennent de Colombie. Voilà. Et Ouais. ils seront à Bruxelles bientôt, donc on n'est vraiment plus dans un festival, un lieu. Allez, on a tout dit, on passe à la deuxième affirmation. Voilà, deuxième affirmation. Nicolas. Est-ce que le public vient pour la Ça, c'est une programmation? vraie question. Ça, c'est une vraie question. Alors, Une allez-y, vraie choisissez votre camp. question avec, qui en sous-tend une derrière, c'est est-ce qu'on vient aussi pour le lieu, bien sûr. Et décidément, le oui fait pas recette. Hein. Ah, c'est bah. le oui. Ah, le oui fait. Alors, Le entre-deux est par ici. Ouais. Vous voyez, c'est au niveau de la marque blanche. Alors, il faut. Voilà, ça fait à 3 groupes. Vous, c'est les entre-deux. Non et oui. C'est bon, ça alors, le public ne viendrait pas pour la programmation, d'après la majorité, alors qu'on voit pourtant qu'il y a quand même une guerre sur les têtes d'affiche entre festivals. Je pense notamment à l'enquête du site Sourd Oreille sur les squatteurs de festivals. Cette année, il sera difficile d'échapper à Vianney, Cluedo Capéo ou Chinese Man. Donc, est-ce que ça veut pas un peu dire que les gens vont dans les festivals parce qu'ils veulent voir absolument ces têtes d'affiche? Alors, les noms. Commençons par les noms. Justement, si on a beaucoup de têtes d'affiche qu'on retrouve un peu partout, finalement, la décision va plus se faire sur l'accueil, la qualité, peut-être l'expérience qu'on a déjà vécue dans un festival. Donc, en même temps, je sais que ce jeu, il n'y a jamais de réponse oui ou non. Non, non, Personne le n'a débat est raison, ouvert. donc. Mais ce que je peux apporter comme réflexion, c'est... moi, je dirais plutôt non, parce que sur l'offre globale, si je retrouve à peu près les têtes d'affiche que j'ai envie de voir, je vais plutôt choisir par rapport... Et je connais et je vois beaucoup de gens qui choisissent plutôt par rapport
on retombe sur le lieu, sur le côté voilà, l'environnement, etc. Puis le chouchou, on peut avoir son festival chouchou auquel on revient tous les ans, pas forcément. Alors oui, peut-être le nom encore, s'il y a encore d'autres avis sur le nom. Au risque d'être peut-être un mauvais élève, nous, l'année dernière, on a fait 14 000 personnes avec 3 000 € de budget pour la programmation artistique. Et clairement, je pense que notre public connaissait pas franchement la programmation locale. Par contre, nous, on avait un concept fort avec un lieu. Donc je pense que c'est ou l'un ou l'autre. Mais je ne suis pas sûr qu'ils viennent vraiment pour la programmation. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les festivals de musique classique et les festivals de musique actuelle? Est-ce que le public des festivals de musique classique n'est pas plus attentif à la programmation, aux œuvres, aux interprètes que dans les musiques actuelles? Là, on est obligé de se tourner vers le oui. Ouais. Non, mais là, je suis un peu outsider, là. Je suis désolée. Mais c'est vrai que dans le cadre de... Nous, on avait fait une enquête au niveau de France Festival, qui regroupe donc 87 festivals en France, de toute nature. Donc les Nuits de Fourvière, vous l'évoquiez, mais d'autres aussi, le Festival de la Roque d'Enterron ou autre. Et on s'est aperçu, c'est vrai qu'il y avait un grand pourcentage de festivaliers qui viennent avant tout pour la programmation. Alors ça vaut pour nous. Peut-être en musique actuelle, c'est complètement différent, mais voilà. Oui. Et il y a aussi des gens donc, qui viennent pour l'expérience. Je pense à des festivals comme Glastonbury, où on ne pourra pas tout entendre, tout voir, tellement la programmation est importante. C'était l'expérience de la boue qui est assez importante à Glastonbury. Il peut y avoir Coachella aussi en Californie, où certains y vont plus pour se montrer que pour la programmation. Puis il y a des festivals, je ne sais pas, les transmusicales par exemple, on n'y va pas pour les têtes d'affiche, puisqu'il n'y a quasiment pas de tête d'affiche. Puis il y a des festivals aussi où on va peut-être aller plutôt pour les lieux, je sais pas, les festivals de musique dans les vignes par exemple. On y va peut-être aussi pour boire du bon vin. Nos amis hésitants, est-ce que vous avez un petit témoignage là-dessus? C'est pas hésitant, n'hésite pas. C'est comme ça. Non, c'est plus une conjonction de paramètres. Ça va être des facteurs géographiques, l'accès. La programmation, on l'a vu, elle peut être transverse en France sur plein de festivals. Vous pouvez avoir un tronc commun d'artistes qui peuvent... Donc ça, c'est très relatif. Et après, c'est surtout, je crois, la promesse du festival en lui-même, qui là dépend de sa notoriété et de son ambiance. Voilà, Coachella, ça va être des raisons qui vont être complètement différentes du Hellfest. Voilà. Et en reparlant du lieu, le Hellfest, voilà, quasiment personne sait où c'est, mais on sait que c'est le Hellfest. Voilà. Mais donc le lieu compte pas là, en l'occurrence. Mais c'est plutôt une conjonction de paramètres qui vont être très personnels. C'est dire comment je peux y aller, qui je vais voir et qu'est-ce que je vais trouver comme ambiance et qu'est-ce qu'on m'a raconté comme le Sickets, où on dit ok, là vous m'avez donné envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Voilà. Mais même si et j'irai certainement sans tenir compte de la programmation, parce qu'il y a une histoire derrière. Une expérience. Une dernière action peut-être si certains veulent rajouter quelque chose. On va passer au point numéro 3, Nicolas. Donc la troisième question, est-ce que le festival est un territoire à lui tout seul, d'après vous? Oui ou non? Alors peut-être qu'il y a besoin d'un peu de background sur celle-là. Est-ce que le festival est un territoire éphémère, lui-même sur un lieu, sur une région, une ville? Alors là, c'est oui, c'est le oui, tout à fait. Donc d'après vous, le festival est un territoire à lui tout seul. Pourtant, il est, comment dire, il est soumis aux mêmes règles de l'ordre, à la même économie, aux mêmes lois que le territoire sur lequel il est. Il se limite parfois à un champ, je pense aux Vieilles Charrues, à Papillon de Nuit ou à Gare au Roc. Ou à quelques salles, ça peut être des grandes salles comme pour les festivals Nordic Impact ou Panorama. Est-ce qu'on peut parler d'un territoire dans ces cas-là? Mais moi, je pense qu'on pourrait parler de territoire sous forme d'identité, en fait. Donc le territoire du festival, c'est son identité. Donc c'est pour ça que moi, je dirais plutôt oui sur cette question. Ouais. D'autres réactions peut-être sur ce point? Alors, moi, je suis géographe de formation, et je me souviens d'un bouquin de Guy Diméo, qui est un professeur d'ailleurs du coin, qui avait fait un bouquin sur la géographie de la fête, qui était extrêmement important, et en effet, il ramenait plutôt cette notion de territoire à ce qui est l'espace vécu, et donc le festival est peut-être finalement une espèce d'espace vécu dans lequel on vient, l'expression comme as you are, mais on y vient avec justement plein de choses qui sont finalement des déterminants qui ressemblent beaucoup à quelque chose qui caractérise le territoire. C'est-à-dire qu'on y vient en effet, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour une thématique, pour une communauté, pour une ambiance, peut-être pour un lieu, pour plein de facteurs, comme vous disiez, qui organisent cette promesse et qui font que, oui, ça ressemble un peu à un espèce de territoire, mais plutôt un territoire
tant émotionnel qu'un territoire structuré avec tous ses codes, son organisation, etc. Même si, par exemple, pour citer un festival que je connais bien, les Hurricanes à Belfort, le camping du festival, c'est la deuxième ville du département. C'est-à-dire qu'en termes de population qui habite pendant 3 jours, c'est la deuxième ville du département. D'autres réactions peut-être sur ce point? Oui, moi j'aimerais bien rajouter aussi quelque chose sur justement les habitants ou les usagers du lieu, puisque du coup on a vraiment des gens qui viennent pour assister et toute une équipe de bénévoles, de techniciens, de gens qui vont être un peu les services techniques et qui vont faire que ça fonctionne. Donc on a vraiment différents types d'usagers, différents types de personnes qui vont aussi se croiser comme on peut l'avoir sur un territoire. D'autres réactions? Non. Je t'ai coupé, Nicolas. Moi, j'ai dit non. Oui, parce qu'il y a eu du non. Hein. Ouais, il y a du non. Je comprends ce que vous dites, hein, la sensation de quand on franchit les portes d'entrer dans un nouvel univers. Je comprends aussi quand on s'installe dans le camping et je comprends aussi le fait qu'on crée une ville dans un nouvel espace avec toute une gestion des fluides, de sécurité, de police, de fêtes, etc. Simplement, on s'inclut aussi dans un écosystème qui existe déjà. On crée des passerelles avec les riverains, la vie locale. On s'inclut dans une politique territoriale. On fait des liens avec les associations locales pour essayer de leur donner une résonance. Et donc, au final, on n'est pas une verrue qui se crée et qui disparaît au bout de 3 jours. On est vraiment un acteur d'un territoire qui est plus large. Ouais, on s'intègre. Et pourtant, le festival a ses délimitations, ses voies d'accès, ses entrées. D'ailleurs, l'accès au festival ressemble de plus en plus à celui d'un aéroport, et on compare souvent les aéroports à des villes, puisque dans ces festivals, on va trouver des commerces, on va trouver des travailleurs, des responsables, des touristes, et puis il y a même pas mal de festivals qui ont leur propre monnaie, les tokens. J'ai noté les monnaies, par exemple, du Cabaret Vert, ça s'appelle les Bayards, ou le Rubis à la Magnifique Society. Donc, est-ce que ce n'est pas vraiment un territoire autonome? Si, mais pendant les 3 jours qui sont la durée du rêve éphémère. Mais il y a toute une équipe à l'année qui, elle, travaille pour créer ce rêve, pour donner l'illusion du territoire. Il y a cet ancrage beaucoup plus large qui est nécessaire. Mais justement, en fait, moi, je pense que c'est pas contradictoire. Justement, en fait, quand on organise un événement, on est sur un territoire, mais au moment où on l'organise, on devient le territoire, en fait. Donc ça fonctionne Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui dise non, parce que sinon on était tous d'accord. Alors il fallait... Je me suis fait un peu l'avocat du diable. Merci. En fait, on t'a fait venir, Jérémy, juste pour que tu sois en désaccord avec tout le monde. Voilà, dans la minorité. Tu as passé une bonne soirée, ça va être sympa. 4e point, Nicolas. Qui découle de cette précédente question, l'organisation du festival est-elle différente de celle d'autres territoires? Alors, est-ce que le festival... Est-ce qu'on a dupliqué dans les festivals des organisations de territoire, ou est-ce que c'est très particulier? Parler d'une ville, ça peut être, je sais pas, un département, ça peut être, on duplique l'organisation d'un camping, par exemple, ou d'une autre communauté. D'une entreprise, enfin, ça peut D'une entreprise, ouais. ouais. Tous les points d'organisation. Une question plus cool, parce que là, on n'a pas bien compris, je crois. Là, S'il y a des bières, on répond. Si je peux me permettre de traduire, est-ce que c'est une organisation si différente de celle de la vie quotidienne? Voilà. Est-ce que ça bouscule l'organisation classique? Oui, je ne pense pas, je pense que ça bouscule rien du tout s'il fait... En tout cas, c'est où déjà le oui ou le non? Le oui est là, le non est là. Ouais. Par exemple, nous, on utilise des espaces verts, donc la quantité de déchets qui sont générés sur un dimanche après-midi, avec ou sans nous, elle est quand même très différente puisqu'on remplit le parc. Et du coup, l'organisation du festival est-elle différente sur les autres territoires? En tout cas, sur ce territoire-là, c'est forcément différent quand nous, on est là. Du coup, moi, je me sens pas d'accord de dire qu'on le gère que comme si c'était tous les autres jours de l'année. Une gestion particulière, donc. Pour moi, juste aussi, en termes d'organisation humaine, il y a énormément de bénévoles qui participent à l'organisation des festivals. On n'a pas forcément sur des territoires pour la gestion des bénévoles. Tout à fait. C'est vrai. Ou des citoyens engagés, même si ce serait bien. Mais Il y a un engagement qui est plus fort, ça c'est un point intéressant. Et puis un territoire, il y a quand même souvent derrière du politique, de la prise de décision, qui est aussi des fois collégiale, liée aux citoyens. Sur le festival, à part le fait qu'il y ait des gens qui ne viennent pas ou qui expriment en effet qu'ils ne sont pas contents s'il n'y avait pas d'eau chaude ou pas de toilette, mais bon, après, l'organisation du festival ne se trouve pas non plus complètement chamboulée en fonction d'une enquête ou d'un avis. On ne vote pas pour un festival. Donc le système de décision, il est quand même lié à une cellule d'organisation qui est plus petite.
Puis il y a aussi une différence peut-être avec les autres territoires, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lieu privé d'intimité comme il peut y avoir sur d'autres territoires où chacun peut avoir par exemple son habitation ou sa voiture. Dans un festival, c'est le tout collectif. Mais quand on est tout bourré dans son vomi au soleil, ça peut être son espace vécu, non? Public. Ouais. Tout le monde le voit. C'est du vécu, peut-être. Le camp du... Pas du le tout. camp du non. Moi, je vais pas au festival de gens tout bourrés dans la rue. Je suis désolée. Non, ils sont assez propres sur eux. Et puis, quand ils sortent du concert... En apparence, on sait bien. Non, mais c'est vrai qu'on leur donne un peu de foie gras et puis plein de bonnes choses à manger aussi. Mais je veux dire, voilà, non. Alors moi, la problématique, là, je la comprends pas tellement. Donc, je me suis mis dans le camp du non. Mais ces messieurs vont être certainement plus loquaces. Non, pas plus loquace, mais la question, elle est ambiguë. Elle n'est pas différente. Je crois qu'il y a une notion de temps, de ponctualité. Enfin, c'est ponctuel et de concentration dans le temps. Mhm. Mais fondamentalement, on retrouve la même organisation sociétale qu'on peut retrouver ailleurs. On a une collectivité, on a des structures, ils dorment, ils mangent, ils font leurs besoins, ils s'amusent, ils vomissent. Voilà. Non, mais je plaisante, mais je crois que c'est plus, enfin pour moi en tout cas, c'est plus une question de concentration dans le temps sur un espace contraint, et on retrouve fondamentalement les mêmes prérogatives que sur un territoire. Les bénévoles, oui, c'est vrai, mais dans la vie courante, comme on le disait, vous avez les mêmes dans les associations, dans une ville, les associations, les gens qui aident. Un pourcentage moindre. Mais avec un étalement dans le temps et une organisation structurelle qui est plus prégnante. Mais là c'est pas le... Ouais. Mais c'est une question ambiguë. Il y a pas, on peut... Là, les bénévoles qu'on a sur les festivals, ils font fonctionner le festival. Ils vont servir. Bon, après, il y a la bière, il y a placer les gens sur le machin. Toujours. C'est plus des fonctions d'une municipalité presque qu'auraient des gens de la municipalité pour faire justement que ça tourne. Alors qu'en général, les associations qu'on peut avoir, elles font pas ça, quoi. Elles font pas la circulation, elles vont pas. Mais vous l'avez quand même. C'est pas sur les mêmes fonctions. C'est la même chose que sur une ville. C'est pas les mêmes fonctions. Là, le bénévolat qu'on peut avoir sur un festival, c'est plus de la logistique, c'est du fonctionnement. C'est pas très gratifiant, quoi. Alors que dans des associations qu'on peut avoir dans l'espace public ou dans la vie quotidienne, justement, c'est pour organiser des festivals, c'est pour faire du théâtre. Là, c'est des fonctions qui sont quand même plus gratifiantes. Oui. Donc là, pour moi, c'est complètement différent, l'action bénévole sur un festival. Et or, même si il peut y avoir des bénévoles qui sont co-organisateurs, mais là, l'utilisation des beaucoup de bénévoles, là notamment sur Garo Rock, c'est beaucoup pour la logistique. Ils sont pas venus organiser forcément, mais n'empêche qu'ils font des fonctions qui ne sont pas forcément super gratifiantes. Ça dépend vraiment aussi de la nature et de l'ampleur du festival, parce que si on fonctionne sur des festivals où il y a 10 000 personnes ou 5 000 personnes, c'est vrai que les bénévoles vont être amenés à placer les gens, et ça, ils trouvent ça tout à fait valorisant. Ils ne le vivent pas du tout comme quelque chose de banal. Au contraire, ça pimente leur soirée, donc c'est quelque chose. C'est vrai qu'ils peuvent aussi accompagner des artistes, accompagner des personnes à mobilité réduite. Enfin, il y a des tâches qui sont parfois effectivement plus valorisantes dans les festivals que d'autres. On passe au point 5. Bien sûr. Un festival est-il exportable? Après ce que nous venons de dire. Oui ou non? Par exemple, est-ce que les nuits sonores, on parlait des nuits sonores en Colombie, ce sont les mêmes nuits sonores qu'à Lyon? Est-ce qu'on peut aussi créer des franchises de festivals? Le oui est toujours là et le non est toujours là. Est-ce que le Loopalooza de Chicago est le même que le Loopalooza de Paris? Voilà, est-ce qu'un festival, quand il s'exporte, il ne risque pas de perdre son ADN, son âme, oui, son histoire, son rapport au territoire aussi? Après, est-ce que cette exportation, elle n'est pas liée aussi à un changement d'échelle qui fait qu'on a ce risque de perdre ce que vous mentionniez, l'identité, etc. Oui. Je sais pas. Moi, j'espère qu'il l'est en tout cas parce que c'est quelque chose qu'on va essayer de faire avec Bordeaux Open Air. Donc. Mais ça peut être un choix économique aussi. Ça peut être aussi pour rentabiliser une marque qui fonctionne. C'est vraiment un choix d'orientation culturelle pour le coup. C'est parce qu'on a envie de devenir une invitation, mais je ne sais pas si c'est. Parce qu'après, quand on voit la Rock d'Enterron, ils l'ont assez bien réussi. Ils l'ont exporté à Lisbonne, ailleurs, et ça s'est assez bien passé. Peut-être un peu moins au Japon. Enfin bon, voilà, c'est la petite histoire. Mais donc là, c'est possible, tout en gardant son âme. Ou la folle journée de Nantes. Voilà, ou la folle journée, voilà.
Oui, en fait, c'est vraiment une question d'identité pour le coup. On revient sur la question de l'identité de la manifestation. Ça dépend ce qu'elle porte. Par exemple, un festival de musique du monde qui se fait, par exemple, qui a pu se faire comme les Nuits Atypiques, par exemple, à un moment donné, qui organisait leur propre festival à Ouagadougou. Ça avait du sens aussi pour un festival de musique du monde de s'exporter dans un pays africain. Enfin, c'était pas le même événement, mais malgré tout, oui. Bien sûr. En fait, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que les exemples que vous citez, ils sont aussi finalement plutôt une ramification des festivals déjà existants dont on connaît déjà l'identité et dont on se dit est-ce qu'on peut continuer cette histoire ailleurs, mais on ne l'exporte pas totalement. Après, il y a des choses qui sont liées à la méthode, à la façon de monter le festival qui doivent être exportables de toute façon. Et moi, je trouve que ça re-questionne la question qu'on avait tout à l'heure autour du territoire. Si c'était semblable à d'autres territoires, ça questionne aussi... une autre question qui est plutôt un festival, est-ce qu'on peut le questionner aussi comme une entreprise? Et en fait, à ce moment-là, plutôt que de dire est-il exportable, c'est comment dire, le festival est-il réplicable? Et c'est les enjeux de différenciation et les sujets qu'on évoque autour du numérique sont bien autour de ça, et de nouvelles expériences, et donc comme dans plein d'autres secteurs, de toujours améliorer et de pousser cette différenciation au maximum par différents biais. Donc, sa fonction export, cette ramification, elle est plutôt liée justement à un enjeu toujours plus se différencier, de faire toujours mieux, etc. Et donc là, ça me rappelle plutôt moi des éléments liés à ce qui est mon quotidien sur la transformation numérique des entreprises, où finalement on vient tirer des questions de nature numérique, mais pour questionner cette différenciation toujours plus forte, quoi. Donc plutôt est-il exportable, je pense que c'est plutôt comment il est différencié au maximum. Et puis on n'a pas parlé, est-il exportable à l'étranger? Et là, il y a le problème de la langue qui se pose, des mentalités. Je pense que ça joue énormément et on ne vend pas la même chose sur les mêmes personnes, sur les mêmes territoires. Donc voilà, ça c'est une vraie question. Parfait. On voit que ce sont plutôt des marques assez reconnues qui s'exportent sous forme de franchise. Je pensais à Sonar ou à Lollapalooza. Est-ce que, d'après vous, ce sont uniquement ces grosses marques à grande notoriété qui peuvent s'exporter? J'ai envie de redire Nuit Sonore, mais... Oui, qui est aussi une marque reconnue. Grosse marque, finalement. Ouais, quand vous le comparez à un Sonar, oui, bien sûr. Économiquement, économiquement, en fait, pour être exportable, il faut que ce soit... Pardon. Allez-y. Économiquement, pour être exportable, parce que là, on parle d'économie, au bout d'un moment, plus de philanthropie, donc culturelle. Pour être exportable, il faut qu'il soit crédible et bankable quelque part. Il faut qu'on puisse le marketer ailleurs et le vendre ailleurs et l'organiser ailleurs. Donc il faut qu'il y ait un intérêt, qu'il y ait un objectif à la fois économique et artistique ou artistique. Donc oui, c'est réservé, peut-être pas en termes de taille, mais en termes de notoriété, à des événements qui sont déjà assis et où on a un socle exportable. C'est de l'économie, je veux dire, mais pas... Et puis ça dépend aussi si on exporte le nom ou si on exporte le concept, si on exporte le projet. Parce qu'en fait, le projet est exportable. Le nom, ça c'est peut-être plus complexe selon le festival, en fait. Votre voisin. Moi, j'ajouterais... Moi, cette question, elle me fait juste penser vraiment à l'identité du festival et peut-être même sur le côté thématique. Si l'identité, c'est vraiment une thématique bien précise pour un festival, il sera d'autant plus exportable. Peu importe finalement la taille ou même la renommée. Je pense que le festival, je ne sais pas, qui sera axé sur tel type de musique ou telle pratique, sur le DJing ou sur les musiques purement acoustiques. Enfin, voilà, il y a aussi des festivals qui sont plutôt centrés sur ça et d'autres qui sont plus inscrits dans un territoire. Donc je pense que pour moi, l'exportabilité va jouer plutôt sur ça. Le Reggae Sunska, qui est représenté par Jamy, a changé de lieu, donc c'est exporté quelque part. On va dire qu'il a déménagé. Alors il a été nomade. Ouais. On a en effet l'histoire du festival Reggae Sunska est assez riche et plusieurs fois il a dû changer d'endroit. Toujours en Médoc jusqu'à arriver sur le campus universitaire il y a 4 ans. Et pour quelle raison? Souvent pour des raisons ou politiques ou météorologiques. Le dernier site de Pauillac a été détruit par une tempête en 2013. Oui, là, il a été parfaitement mobile et à chaque fois qu'une nouvelle implantation a été mise en œuvre, la première année a eu quelques secousses et puis à chaque fois le public s'habitue et revient. Et en tout cas, les valeurs du festival et l'objectif et la philosophie restent les mêmes, quoi. Après, je ne sais pas si on montait un second festival qui s'appelait Reggae Sunska Allemagne ou Jamaïque, ça serait probablement un projet très différent, quoi.
Le Festival de jazz de Nice a été exporté à Miami. Oui, mais je crois que ça ne s'est fait qu'une seule fois, non ? 2 fois. 2 fois. Ouais. Et on a exporté le carnaval en Chine il n'y a pas longtemps, dans un autre registre, hein, bien évidemment. Et, Et la fête des Lumières à Lyon s'exporte à Dubaï bientôt. Là. Et le Hellfest a vendu sa marque aussi à En vue de l'exporter. À Gérard Drouot Productions en vue de l'exporter, ce qui n'est pas encore le cas. Mais bon. Prochain point. Sans parler, je termine sur ce point de l'export, sans parler d'export, mais de déplacement, il y a aussi des déménagements, on vient d'en parler, comme avec le Reggae Sunska, des déménagements de festivals qui sont parfois dus aussi à des raisons politiques ou économiques. Je pense par exemple au festival Convenanza de Carcassonne, qui déménage cette année à Sète, parce qu'il n'y avait pas vraiment le soutien politique et financier de la mairie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut se développer dans les années à venir avec la baisse des subventions et donc peut-être la pêche, entre guillemets, aux subventions des festivals qui vont se déplacer là où ils sont les bienvenus? Probablement, j'imagine. En tout cas, pour le cas du Sunska, on anticipe déjà un prochain déménagement dans les années à venir. Alors peut-être pas l'année prochaine ni la suivante, mais en tout cas, il y aura un nouveau déplacement du festival. On espère le dernier. L'objectif de l'organisation, c'est de trouver un site pérenne. Son deuxième objectif, c'est de trouver un site pérenne en Médoc, parce que c'est de là que le festival est originaire. Et le déménagement, il est inéluctable, parce qu'actuellement, on est sur le campus universitaire qui va entamer, à partir de 2019, un plan de restructuration du campus. Et les zones qu'on occupe seront les premières à être détruites et réhabilitées. Donc, on sait qu'il y aura un impact définitif sur l'implantation à Pessac. Ouais. Très bien. Autre question. Le festival peut-il être numérisé ? Alors par numérisé, j'entends, alors évidemment il y a tout ce qui est application, billets électroniques, paiement sans contact, mais évidemment aussi retransmission live ou en différé du festival. Donc d'après vous, est-ce que le festival peut être numérisé ? Est-ce que l'expérience du festival peut être numérisée ? Si on travaille sur des territoires où il y a la 4G, c'est formidable. Moi en Périgord noir, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le faire, parce que voilà. Le nom est ici, le nom est toujours ici, et le oui plutôt par là. Oui. Non, le oui est ici, le oui est ici et le non est là, pardon. Alors je dis oui, voilà, avec cette contrainte, voilà, de la 4G, parce que sur certains territoires, c'est pas encore tellement possible. Donc voilà. Oui, je pense. L'expérience, elle, de vivre ensemble, de crier apéro au camping à partir de 7h du mat et tout ça, on ne peut pas le faire quand on est chez soi et qu'on regarde en Facebook Live. Mais pour le reste, en effet, on le voit. Et de toute façon, c'est un peu l'essence aussi de Gare au Camp, de tous ces échanges. C'est comment favoriser cette transition numérique des grands événements. Et aujourd'hui, on voit que la techno est là, les outils sont là, et que les bonnes pratiques sont plus progressivement mises en œuvre, quoi. Tu veux dire un mot, peut-être, Antoine ? Oui, je veux bien. Je pense que cette question dite comme ça, elle peut prendre énormément de formes. Et encore une fois, finalement, ce n'est pas le festival et ce qui peut être numérisé, parce que je pense qu'il est déjà très fortement de par la pratique des gens qui viennent au festival. Je pense qu'il y a plutôt un enjeu de se dire, encore une fois, en questionnant les trucs du numérique, les trucs et astuces des acteurs du numérique et aujourd'hui des nouveaux usages qu'il y a, quel est l'objectif, quelle est la finalité dans 5 ans pour un festival ? Donc de tirer la question numérique, mais d'avoir posé la question de la stratégie du festival et de se dire en effet en adaptation, en différenciation, en nouvelles expériences, qu'est-ce qu'on veut proposer ? On verra quelles sont les déclinaisons qu'on aura. Et il y aura très fortement beaucoup de numérique dedans, que ce soit sur la façon d'acheter, de faire du commerce connecté dans le festival, que ce soit dans la façon en effet de le gérer, de l'organiser, de le monitorer, d'avoir du reporting dessus, de communiquer, de gérer la relation client, etc. Mais ce qui me paraît finalement le plus important, c'est qu'il faut absolument qu'il soit numérisé ou qu'on prenne conscience de ça, parce que les publics le sont déjà énormément. Enfin, quand on va dans un festival, tout à l'heure je parlais du Hellfest, on y va, on a un truc cashless, très bien, on a une appli, mais l'appli elle est toujours au service de notre pratique du festival. C'est là que le numérique a quand même le plus de sens, c'est quand il accompagne notre pratique, notre émotion, et puis la façon dont on paye dedans, etc. Dont on le partage ? Le partage, etc. Mais fondamentalement, il est déjà totalement. Les gens, ils viennent avec leur téléphone, ils partagent énormément de choses depuis ça, ils prennent énormément de photos, ils sont déjà dans des usages qui sont là-dessus. Et par contre, ce qui me paraît vraiment important dans la diversité de festivals qui peut exister, que ce soit des entreprises, des associations, des petits, des plus gros, des très liés au financement de la culture tel qu'on le connaît en France ou pas,
c'est de bien faire attention, y compris sur ce sujet du numérique, on l'a vu tout à l'heure, sur le sujet des data, on revient toujours sur risques, opportunités, menaces, mais il est déjà très numérique de par ses usagers. Et donc si on le prend plutôt dans le sens d'un festival, si on est très centré sur ses utilisateurs et ses utilisateurs dans 5 ans, il y a quand même peu de mal à dire qu'en effet, il faut qu'il soit numérisé, parce que de toute façon, le public qui y sera très important là-dessus. Donc comme je commence sur une conférence, là, je vais m'arrêter. Mais... oui, parce qu'il faut qu'on laisse un peu de temps pour le camp du non, et en plus, il nous reste plus que... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore il y a des questions de bon sens, finalement, sur la relation client et ce qu'on veut proposer aux gens qui sont déjà fortement numérisés, qu'ils soient les prestataires ou les spectateurs du festival, qui poussent à se poser davantage de questions stratégiques que des questions purement numériques en soi. Le nom, peut-être. Quelques témoignages pour le nom. Oui, parce qu'en fait, là, finalement, ce dont vous parlez, en fait, c'est que le fait que les gens sont connectés. Mais là, on parle de la numérisation du festival. Donc, en fait, moi, je pense, non, finalement, que le festival ne peut pas être numérisé parce que c'est une expérience collective. Le festival, en soi, porte l'expérience collective. Donc, si on le numérise, on vit une expérience seule devant, je sais pas, un écran ou ça. Et en fait, du coup, ça ne correspond plus à la dimension du festival. Alors, je vais prendre l'exemple du foot, par exemple. Le foot est une expérience collective, effectivement, qu'on vit dans les stades, mais qu'on peut vivre aussi dans les pubs. Et j'étais à Londres la semaine dernière, au moment de Glastonbury. Il y a des pubs qui retransmettent en direct le festival. Donc, ça peut être aussi une expérience collective, non? Dans le sport, oui. Pourquoi pas dans la musique? En tout cas, pour revenir sur la question de le festival peut-il être numérisé, en tout cas, moi j'ai posé la question à Laurent Soli, je crois, qui est le directeur de Facebook France, qui était en conférence à Bordeaux, et je lui ai dit, quel est le futur des événements pour Facebook? Et donc peut-être on peut faire le pont et dire pour le digital. Et il disait, c'est d'être au service de vos contenus. Et donc je crois qu'il le dit dans sa réponse, en fait, le festival il peut être accompagné d'une manière numérique, et aussi on parlait de ce fameux avant, pendant, après. Au final, est-ce que c'est pas la question d'agrandir ce après avec le digital? Je ne sais pas, ou même le pendant, mais en tout cas, laisser sa trace sur la toile, c'est quand même très intéressant. Par contre, rien ne remplacera jamais l'expérience dont on se sert de l'outil digital pour vendre le vrai moment, quoi. Et d'ailleurs, Arte Concert a communiqué cette semaine, ils ont battu un record de nombre de vues sur le Hellfest avec, je crois, 3 millions de vues sur leur page Facebook. Mais beaucoup de gens qui étaient au Hellfest. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Regardent, à mon avis, finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent revoir le concert qu'ils ont vu en vrai. Parce qu'ils le vivent autrement. Ouais. Ça fait. Moi, je suis pas d'accord, on va mettre du débat là. Non, je suis pas d'accord dans le sens où, c'est ce que vous dites, Arte qui suit le Hellfest, des milliers de photos, de vidéos, de gens qui partagent directement du Facebook Live en direct justement. Donc c'est pas que l'intégralité du festival peut être numérisée, mais il y a quand même une espèce d'ombre informationnelle et de contenu qui sont générés en permanence sur ce type de festival et sur d'autres. Gare au Camp aussi a son ombre informationnelle numérique, et qui n'est pas pour numériser et vivre de manière individuelle, mais au contraire pour partager, pour créer une sous-couche qui devient un patrimoine du festival, qui sera utilisé d'une manière ou d'une autre demain, peut-être par Facebook, dans des vidéos et la réalité virtuelle. Donc tous ces contenus qui sont produits, ils sont en train de commencer à numériser le festival, qu'ils le veuillent ou non. Donc il y a plein d'aspects dans la numérisation, donc en soi il ne peut pas être entièrement numérisé, le festival en soi ça n'a même pas de sens, mais par contre il y a quand même un mouvement qui fait que globalement la plupart des choses qui sont produites dans un festival, elles sont numérisées de fait, y compris par ses utilisateurs. Oui, mais ça s'accompagne, c'est pareil pour tout, je crois. Ce n'est pas propre au festival. Oui, sauf qu'on a tendance quand même à produire 25 fois plus de photos, de Facebook contenu, Live, etc., sur des choses sur lesquelles on est passionné, qu'on a envie de partager aux gens qui sont rapport pas à l'émotion. Un dernier mot peut-être, et on passera à la question suivante. C'est juste pour faire de la pub pour l'atelier de demain de Festivalomix, parce que je pense qu'on va s'interroger sur ces questions-là aussi. Voilà, ça pourrait être un espace de discussion. Ça se passe dans cette salle. En début d'après-midi. En début de 14h à 16h, et c'est sur inscription. Il reste quelques places. Rendez-vous est pris. Nicolas, il nous reste combien de questions? Il m'en reste 2. Eh bien, on va faire les 2 dernières, on va avoir pile le temps, c'est parfait. Le lieu du festival, alors celle-là, elle va faire parler. Est-il un espace de liberté ou de contrainte? Alors, il y a toujours la rivière du doute, la zone de doute. Un espace de liberté. Alors, ouais, liberté et contrainte, voilà. Les contraintes sont à qui a écrit ces questions? Qui a écrit ces questions? C'est l'auteur en face de vous. Mais vous pouvez poser la question à un organisateur ou à un festivalier? Eh bien justement, je pense que ça peut être intéressant d'avoir les 2 points de vue. Ils ne doivent pas être les mêmes. Alors, contrainte ici, liberté en face, et le doute au niveau du...
petit scotch blanc. Allez, on commence par les contraintes peut-être. Donc un espace de contrainte, d'après vous. Moi, je dirais que c'est vécu plutôt comme un espace de contrainte dans un moment où on est en forte demande de liberté. Beau résumé de la situation. Un espace de contrainte, mais festival. Ouais, un espace de contrainte, finalement, je dirais. Que ce soit pour les festivaliers ou les organisateurs, il y aura toujours une limite, il y aura toujours la contrainte qui sera ou sécuritaire, ou organisationnelle, ou d'espace, ou de temps. Et c'est une fausse liberté. C'est un espace de liberté dans un espace. C'est un espace de liberté dans un espace contraint. Oui, mais c'est un espace de liberté dans un laps de temps et un espace contraint, mais c'est un espace de liberté quand même. Il y aura des contraintes. Il y a toujours des contraintes. Donc c'est quand même sur le fond, ça reste un espace de contrainte. Il est contraint par son périmètre, il est contraint par son organisation, il est contraint par les règles, il est contraint par le temps, il est contraint par plein de choses. Au final, ça sera une liberté, oui, c'est un espace de liberté, mais très ponctuel, très localisé, très cadré en fait. Il y a des contraintes, c'est une fausse liberté. D'accès aussi, de circulation, oui, de tout, de comportement, de comportement, de tout. C'est fondamentalement, dès que vous êtes avec quelqu'un d'autre, c'est une contrainte. Vous avez un rapport à l'autre qui vous contraint de toute manière. Bon, alors, ça ne peut pas être un espace de liberté totale. Quoi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que je pense qu'un festival, c'est avant tout du plaisir, du bonheur, de donner, du partage. Et la musique, ça, c'est un espace de liberté fantastique. Donc, OK, il y a des contraintes d'organisation, il y a des contraintes, mais s'il y a bien un espace où on nage dans une certaine liberté, où pendant 2 heures, 4 heures, 6 heures, enfin, ça dépend de la taille des concerts qu'on organise, c'est bien celui-là. Et Dieu sait si on doit on doit le préserver. C'est un espace de liberté où on partage quelque chose ensemble. Et ça, c'est la liberté pour moi, le partage. Voilà. En fait, la façon dont la question est tournée sur le lieu du festival, en fait, moi, je suis au milieu parce que je pense qu'effectivement, il y a des deux. Alors, on parle du lieu du festival, on parle du lieu du festival physiquement. Enfin, déjà, comment la question est fermée là sur le début, en fait. Et donc, du coup, oui, c'est un espace de contrainte de par tout ce qu'on nous impose aussi, effectivement, de règles, d'administration, etc. Mais par exemple, l'espace de liberté, il est effectivement dans l'artistique, dans ce qu'on y fait. Donc, en fait, voilà, moi, je suis entre il n'est pas dans le lieu, alors, puisqu'on parle quand même des lieux de festival. Mais il y a des lieux qui nous contraignent aussi de par leur configuration. On est parfois dans des espaces où on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas mettre décaler un chapiteau à plus de lac, mètres. Mais donc, du coup, l'espace de liberté, il est plus dans la scénographie, dans la programmation, dans les libertés artistiques, finalement. Quoi. Voilà. Dernier mot peut-être pour nos amis de la liberté. Je suis pas là parce que je suis contre la liberté, au contraire. Pour le vote liberté. Bien au contraire. Moi non plus. Non, mais c'est la question clair-obscur. Mais en fait, moi, je vais revenir au début, je vous parlais de Guy Dimeo, Géographie de la fête. Il dit un truc excellent dans son bouquin, c'est que finalement, le principe de la fête, même du carême, par exemple, c'est justement de pouvoir permettre un espace de liberté énorme pour ensuite mieux revenir à l'ordre. Et donc, ça rejoint d'ailleurs la question du territoire et de la cohésion du territoire. Mais donc, du coup, c'est à la fois en effet un espace de liberté et de contrainte, et il faut, parce qu'on n'est jamais aussi libre que dans un cadre. Enfin, bon, je peux sortir les poncifs comme ça, mais malgré tout, il y a cette dimension où, en effet, on sait que c'est dans un temps contraint qu'on va pouvoir s'exprimer, partager, profiter. Donc, sans cette contrainte-là, enfin, c'est comme quand on part en voyage avec un sac à dos pendant des mois sans aucun but. Au début, on est très bien en voyage, puis au bout d'un moment, on s'ennuie. Il faut avoir à un moment donné un but. Donc, finalement, dans cette contrainte de temps et d'espace du festival, cette liberté, on peut d'autant plus l'exprimer sur un temps rapide. Et puis, ça se sent dans des grands festivals où on passe vraiment plusieurs jours et un bon moment, on a un coup de blues après. On a un coup de blues, donc c'est aussi ça la contrainte, c'est le retour à la réalité. Ça a renvoyé plein de souvenirs, des choses aussi liées à la jeunesse. Enfin bon, j'arrête. Petite larme. Mais bon, voilà, il y a quand même ce sens-là de la liberté est d'autant plus forte qu'à un moment donné, voilà, on sait que ça ne va pas durer, quoi. Et est-ce que cette liberté va aller en diminuant avec les contraintes de sécurité notamment ? Jérémy ? Non, en tant qu'organisateur, oui, les contraintes, elles sont grandissantes, toujours plus dures. Et puis, le parallèle avec l'aéroport tout à l'heure, il est assez juste parce que, un petit peu comme dans un aéroport, ces contraintes de sécurité, je pense que c'est des effets de cliquet qu'on redescendra jamais maintenant. C'est quelque chose qu'il faut intégrer en tant qu'organisateur, mais simplement, l'objectif, c'est d'arriver à créer cet espace de liberté pour les festivaliers et, quoi qu'il arrive, on arrivera toujours
à créer cet imaginaire, à générer cette énergie. Et le fait que ce soit dans un espace de temps et de lieux fermés font que les festivaliers donnent tout sur 3 jours et relâchent la pression d'eux-mêmes. Ils savent, quand ils franchissent les barrières, que ça y est, ils sont rentrés, ils sont ensemble, et c'est la fête, quoi. Oui, donc il y a des contraintes d'accès comme dans un aéroport, mais après, le 7e ciel... C'est ce qui permet justement, derrière, de lâcher prise, c'est de sécuriser, de réassurer. Mais oui, mais t'es de notre côté, en fait. Change. Allez, dernier point. Il faut qu'on passe à la dernière question. Juste un dernier point que ça soulève, je trouve, c'est en faisant un parallèle avec le numérique, on parle de plus en plus d'algorithmes d'apposition, c'est-à-dire que dans ce que nous est proposé, dans les contenus qu'on voit, qu'on mange, qu'on produit nous-mêmes, les algorithmes font que, par de la personnalisation, on arrive jusqu'à des effets où finalement on est un peu contraint par ça. Et d'une certaine manière, il y a quand même certains festivals qu'on ne cite pas forcément, mais où on voit aussi qu'une présence liée à du sponsoring, par exemple, finit aussi par nous contraindre dans la perception qu'on peut avoir d'un certain nombre de marques, d'un certain nombre de groupes, en effet, dont on est sûr qu'on va y passer parce que tel tourneur, etc. Et donc, il y a aussi des contraintes de cette nature-là, quand même, qui font qu'on les voit quand même de plus en plus présentes, malgré tout. Et qui font que certains festivals, qui eux se différencient complètement avec un modèle totalement autre, ont aussi beaucoup de succès, quoi. Allez, dernière question, il reste 3 minutes. Voilà, dernière question un petit peu philosophique on va perdre Jérémy, pour conclure. Est-ce que le festival peut être une république éphémère, une utopie? Est-ce que ça reste encore une utopie? Alors, peut-être un peu de définition. Je veux dire que le pouvoir n'est pas détenu par un seul, et puis qu'il y a un rassemblement autour de valeurs communes. Alors oui, non. Ou alors est-ce qu'on est plutôt dans des... Il y a cette question des valeurs qui est assez intéressante, parce que les festivals revendiquent souvent un champ de valeurs. Est-ce que finalement, sur le terrain, elles sont vraiment incarnées, elles sont défendues Ou est-ce que c'est juste de l'affichage? Oui, est-ce que c'est juste de l'affichage? Non, moi je pense que justement le festival peut vraiment être un lieu d'agitation citoyenne si il prend cet axe-là, et qu'on peut très bien, par exemple, aussi sur un festival de musique, par exemple, défendre des causes citoyennes autour d'une pratique artistique, en fait. Donc, et en plus, le festival en lui-même, s'il est dans une unité de lieu, peut devenir effectivement cette forme de république éphémère, défendant ses valeurs, des choses qu'il a envie de porter. Voilà. Il y a assez peu de festivals qui se revendiquent comme ça, d'une utopie ou politique. Moi, je pensais au Burning Man avec ses 10 commandements, ce rassemblement éphémère en plein désert, ou alors Kazantip, qui était un festival qui avait lieu au bord de la mer Noire et qui s'est autoproclamé république. Mais c'est assez rare quand même. Ça serait du marketing? Je sais pas. En tout cas, c'est certain qu'il y a, au final, je pense que sur tous les festivals différents, il y en a qui qui choisissent de mettre en avant, et à qui aussi appartient, je crois, la vision de ces projets-là, sur être une république éphémère par ses valeurs, ses codes, et voilà. Et moi, c'est vrai que sans faire de... Nous, on va faire une campagne de communication là cet été où on va faire liberté, égalité, Bordeaux Open Air. Donc... Est-ce que ça veut dire, par exemple, ne pas programmer des artistes qui ne rentreraient pas dans ce schéma de valeurs? Est-ce que ça veut dire aller jusque-là? Moi, je crois que je préférerais les programmer, les inviter à dîner et comprendre pourquoi ils ne sont pas avec ces... Enfin, c'est André Malraux qui disait qu'il faut mieux parler à ses ennemis plutôt que de les combattre, je crois. Un mot peut-être pour le compromis entre l'entre-deux? Je trouve, comme la question précédente, c'est un espace de liberté, un festival. Donc, moi, ni la contrainte, ni le pédigré des artistes, ni des festivaliers ne m'intéressent. Tout ce qui m'intéresse, c'est le moment qu'on va vivre ensemble. Donc, après, qu'on fasse ce qu'on veut, une république. La question, c'est, pour moi, se pose même pas. Alors, je comprends le Burning Man, parce que j'y ai participé, je sais ce que c'est, et j'ai trouvé ça fabuleux. Mais voilà, c'est pas forcément ça l'objectif, qui m'anime, moi, en tout cas, pour un festival. Il n'y a pas des festivals qui ressemblent de plus en plus aussi à des foires ou à des centres commerciaux ou des parcs d'attractions? Peut-être pour le nom? Moi, j'avoue, c'est pour ça que je me suis mis sur le nom. À la fois, en même temps, je pourrais que souhaiter qu'en effet, la plupart des festivals deviennent des républiques éphémères et que tout le monde, je sais pas, ait des super débats dans les festivals et s'aime dans les festivals. Mais bon, il y a quand même aussi des réalités. Et justement, pour le reconnecter à notre sujet quand même numérique de la journée, peut-être, en effet, il y a des festivals qui deviennent en effet à moitié des supermarchés. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure par les algorithmes d'imposition, ces côtés imposition et les contraintes qui sont imposées. Ou à un moment donné, il faut peut-être aussi qu'on fasse gaffe
le modèle d'un festival République, ok, mais le modèle économique des festivals qui sont en train d'arriver et de qui détient ces festivals, etc., est aussi une question importante qui rejoint celle qu'on a eue entre économie traditionnelle et économie numérique. C'est-à-dire qu'on pourrait se poser longtemps la question de savoir si Facebook peut devenir une nouvelle république. C'est peut-être plus important de savoir c'est quoi les trucs et astuces propres à leur modèle et comment aujourd'hui ils en sont arrivés à ça et comment on peut aujourd'hui l'adapter, y compris à des choses qu'on trouverait peut-être plus vertueuses, de comprendre les méthodes derrière et d'essayer de les adapter plutôt que d'essayer de réfléchir à l'utopie globale. Donc moi, je serais tenté de dire quand même que globalement, les festivals, ça ressemble aussi beaucoup à un espace fermé où on fait payer les gens, où il faut vendre de la bière, où il faut vendre du merchandising, où il faut vendre du Père Dodu, où il faut vendre presque du Nikon, Bon, il y a quand même beaucoup de festivals qui commencent à ressembler à ça. Ça dépend dans quel style et dans quelle esthétique, évidemment. Mais je me dis que c'est peut-être plutôt justement sur les problématiques numériques notamment. Sur plein de secteurs d'activité, il y a plein de brèches dans les insatisfactions clients, dans des brèches technologiques, des brèches d'usage qui font que justement, il y a des acteurs qui arrivent et qui disruptent tout ça. Et ben demain, dans les festivals, qui c'est qui arrive à rentrer dans le domaine des festivals et qui arrive à les disrupter? Est-ce que c'est ceux qui vont penser la République demain dans les festivals ou est-ce que c'est aussi le monde du commerce et le monde de ceux qui vont capitaliser de la donnée? Voilà. Autre point de vue? Oui, ben, du coup, si on reprend la question, c'est le festival peut-il être une république? C'est une potentialité, c'est pas doit-il être? Donc, ou est-il une république? Mais c'est dans une potentialité. C'est potentiellement, il peut ou il ne peut pas. Potentiellement, moi, de mon point de vue, il peut. Parce qu'il y a déjà des festivals qui marchent comme ça. Et effectivement, je rejoins ton point de vue. Justement, avec le numérique, on peut avoir le point de vue des usagers, on peut le faire monter, et du coup, on peut avoir une notion peut-être plus démocratique et moins descendante. Un peu plus de co-construction. Un peu plus de co-construction parce que voilà, il y a des méthodes qui existent pour. Alors c'est pas forcément de la République, mais pour horizontaliser et ça fonctionne. Ça prend plus de temps peut-être. Ça demande une autre forme d'organisation qu'on n'a pas apprise ni à l'école ni au travail, mais ça fonctionne. Pardon ? Ça en est tout autant passionnant que voilà, faut essayer de réfléchir à un format traditionnel. C'est ça, c'est que finalement, est-ce que la réflexion ne peut pas être aussi là dans l'organisation, comment aller? Puis il y a beaucoup de festivals qui sont quand même organisés par des associations à la base, des tout petits, et puis une association, par définition, il y a peut-être un président, etc., mais il y a plein de membres qui vont dans la même direction, et c'est pas forcément tranché par un président omnipotent, parce que en République, ça dépend de quelle République, quoi. Mais du coup, voilà, c'est peut-être, il y a aussi ça. Si on prend tous les festivals, ils se ressemblent pas tous, et il y a pas forcément, il y a de tout, quoi. Parfait. On va peut-être rester sur ce témoignage. Oui. Peut-être un mot, Nicolas. Voilà. Donc, en conclusion, est-ce que vous pensez que les festivals peuvent changer le monde? Oui. Voilà, c'est un oui collectif. Collectif. Ben là, on va finir sur un oui collectif, ça sera super. Peut-être quelques témoignages. Au moins essayer, je pense. Voilà, moi je vous laisse. Bien. Bon, très bien. Merci à tous pour votre participation. Merci Nicolas pour ce travail sur ce débat mouvant. Merci à tous les intervenants de cette journée.